Donc vous demandez la parole en levant la main. Et moi, je note votre ordre de passage. Je donne la priorité aux plus petits parleurs, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore pris la parole, il sera prioritaire. Nous allons faire aussi, disons, de la conceptualisation, et ce sera intéressant d'essayer de voir les ressemblances et les différences finalement entre comment on anime avec des enfants et comment on anime, disons, avec des adultes. Ouais. Et on va travailler essentiellement au départ sur vos représentations spontanées. Alors pour moi, la loi, entre autres, c'est quelque chose qui est créé par un petit groupe d'individus. Je dirais la loi en découle pour moi. Oui, alors moi j'ai noté, la loi c'est un cadre commun qui répond à un besoin de groupe et qui peut évoluer. Donc j'ai actuellement, disons, un quart d'heure pour animer un débat sur la question donc, que vous avez choisie après avoir, défini ce que c'est que la loi, conceptualisation, 2, construire une question posée par cette notion, problématisation, et maintenant donc nous allons argumenter. C'est-à-dire, dois-je obéir à une loi injuste? C'est une question philosophique. Je pense que par moment, il faut obéir à une loi injuste, mettre de côté en fait sa propre justice personnelle. Et bien justement, moi je voulais rebondir sur les propos de Rachel. Si une loi me semble injuste, je ne lui obéirai pas. Oui, donc ça s'appelle de la désobéissance civile. Oui, Pascal, est-ce que tu peux nous reformuler ce qui vient d'être dit? Donc nous allons demander à Frédéric de synthétiser tout ce qui a été dit cet après-midi. L'importance des supports culturels pour que les enfants puissent réfléchir à partir de personnages, à partir de peintures, voilà. Donc il ne faut pas confondre ce qui va relever d'éducation aux valeurs ou d'éducation à l'environnement, qui ont toute leur place à l'école, et ateliers de philosophie. Et donc attention aux questions et aux notions qui vont relever de valeurs que par ailleurs l'enseignant a à transmettre à l'école. Alors sur la notion de préjugés, cycle 1, cycle 2, Jean de la Lune, et ces notions, elles sont abordées de façon pas du tout moralisatrice, mais elles sont vraiment, c'est poétique, quoi. On comprend un petit peu l'injustice de juger quelqu'un parce qu'il appartient justement à une classe particulière, une appartenance particulière. Le danger de réduire quelqu'un à son appartenance. Finalement, l'ouverture d'esprit comme empathie cognitive, pour moi, c'est une façon de se mettre un petit peu en sourdine. On met un petit peu sa pensée en sourdine, on la met un peu silencieuse, on la met en suspens pour se rendre disponible à la pensée des autres. Mais c'est vrai que c'est la méthode qui, spontanément, que je mets en place au quotidien. Donc, je l'ai appelée la méthode de l'éclosion conceptuelle parce que mon objectif, c'est de me placer sans cesse dans la continuité des idées proposées par les enfants et les adolescents et de faire un travail d'accueil des idées en vue de faire éclore ces idées vers plus de profondeur, plus de complexité, plus d'argumentation, plus de conceptualisation, plus de problématisation, etc. Ok, bon, allez, on va commencer la séance. Donc, bon, c'est très étrange en fait, là, du coup, bon, pas grave. Alors, on y va. Donc, on va faire un atelier de philosophie avec la méthode d'éclosion conceptuelle sur le thème de la tolérance. Une attitude qui consiste à déjà écouter et accepter. Donc entre être et paraître, il n'y a pas beaucoup de différence. Et je me suis dit que la tolérance, quelque part, elle pointe les valeurs, mais elle pointe aussi, dans ce sens, mon ignorance. Là, ça bug un peu dans mon cerveau, mais il y a aussi pour moi une notion d'effort. C'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel en fait, la tolérance. C'est quelque chose qui se cultive ou qui s'éveille entre guillemets. Mais je pense qu'on peut aussi être intolérant parce qu'on comprend les conséquences d'une idée. Là, enfin, je sais pas comment. Il y a quelque chose qui. Et là, je bloque sur quelque chose que je n'arrive pas à exprimer. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la limite. Mais c'était très intéressant. Vraiment, moi, ça m'a vraiment enrichi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de reformuler, de vous être entraînés, d'avoir construit ensemble une réflexion. C'était vraiment très, très suivi.
Je vais du coup donner la parole aux observateurs. On va regarder le dessin de la parole philosophique. Je trouve qu'on voit que c'est assez équilibré. Et ça, c'est toujours super à voir. C'est un des objectifs de l'atelier philosophique, c'est d'offrir un espace où on essaie de distribuer la parole de façon la plus équitable possible. Donc là, je trouve que c'est assez équilibré, à part que, comme d'habitude, j'ai trop parlé. Le jeu de rôle nous a semblé être un moyen, en tout cas, de permettre aux élèves, aux enfants et aux adolescents de décentrer leur regard et de mener une réflexion autour de ce concept de nature. Stimuler les capacités d'imagination et d'empathie en se mettant à la place de son personnage, penser la différence, se questionner sur son identité et justifier une prise de position, notamment sur le plan éthique avec les arguments. Avec des élèves de 6e et de 5e, on l'a également fait avec des élèves de CM1. Donc il va y avoir entre 8 participants. Je survole un petit peu les fiches et ensuite on fera un temps pour vous demander qui veut participer et en fonction des différents personnages. J'aime le soleil, je me chauffe dans les forêts, mais de façon discrète, de manière à ce qu'on ne puisse ne pas me surprendre. Et puis en grandissant, je me suis dit quand même que c'était plutôt bien de reprendre l'entreprise de mon père, parce que ça fait du travail. Par rapport à votre personnage, du coup, il faudrait protéger vraiment la forêt, la mettre sous cloche et interdire toute présence humaine, ou pas du tout, toute exploitation, ou pas du tout. Voilà. Toute exploitation, c'est facile pour les autres de juger. Alors moi, c'est Virginie, mais je suis chasseur. J'aime emmener mes chiens. Pour ma part, pour protéger la forêt de la présence humaine, il faudrait interdire les véhicules motorisés et autoriser les randonnées seulement le week-end. Moi, ce que j'aime dans le fait d'être bûcheron, c'est déjà la chemise. Hein. Ça vous pose une personne, ça, quand même. Et puis les gens qui veulent qu'on ne travaille plus, moi, je veux bien, mais s'il n'y a plus de bûcherons, les forêts, elles ne vont pas être dans un très joli état non plus. Hein. Dans un jeu de rôle, on peut très bien opter pour des postures caricaturales qu'on viendrait à nuancer ensuite dans un débat ou dans une discussion argumentée. Tous ces bouleversements conduisent parfois l'adolescent à vivre des événements déstabilisants, à réaménager sa relation à l'autre et au monde, et en premier lieu sa relation aux parents, aux adultes en général. Parallèlement, la diffusion et la banalisation de la violence, mais aussi d'un certain discours radical, véhiculé sur Internet, mais aussi relayé par des personnes physiques, touche très facilement ces jeunes et vient se confondre avec leurs besoins d'idéal, leurs besoins d'appartenance à un groupe, parfois aussi à un mouvement de réparation ou d'héroïsme combattant l'injustice. Alors comment dans cette vision dogmatique peut-on réintroduire du doute et donc de la pensée? Et comment peut-on accompagner les étapes du renoncement? Comment accompagner ces jeunes quand ils ont déjà plongé dans la violence? Et c'est par le développement de la pensée critique qu'on va aller vers l'émancipation. Voilà donc un petit peu quelle est ma démarche. J'espère que j'aurai été claire quand j'interviens auprès de ces jeunes qui arrivent en rejetant le système éducatif. Je pars du postulat qu'ils sont aptes et qu'ils sont légitimes à s'approprier le monde de la pensée. Je commence toujours mes séances par leur parler de ça, en leur disant que je ne suis pas là en tant que professeur, mais vraiment en tant que co-chercheur, co-chercheuse, et que nous sommes tous là pour essayer de trouver des réponses. Il n'y a pas d'un côté un enseignant qui détient un savoir et de l'autre des élèves qui n'ont qu'à le recevoir. Donc on est vraiment dans les conditions du débat démocratique où tous les participants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. D'ailleurs, les participants détenus ou pas détenus ne s'y trompent pas et reconnaissent dans leurs propres propos le plus souvent un certain émerveillement quand au moment des synthèses, quand on leur restitue les synthèses, ils se disent « Waouh, c'est moi qui ai pensé ça ». Voilà, il faudrait finalement inscrire de manière résolue dans tous nos gestes pédagogiques et de façon transversale cette approche éducative, quel que soit le type de public qu'on a. Alors, donc aujourd'hui, on va mettre en place un cas pratique. On va faire un atelier entre nous, selon ce que moi j'appelle la méthode holistique. Donc, on part toujours de l'expérience, de la perception, du mouvement, et ensuite on active la pensée, on va réfléchir sur ce qu'on a fait.
commencer à manipuler, commencer à froisser, déchirer, assembler ce papier journal. L'important, c'est de réaliser quelque chose en 3 dimensions qui vous représente. Laissez-vous porter par la manipulation. À vous la parole à l'oral. Alors, donc, on va partager nos réalisations. On va montrer ce qu'on a fait. On va nommer ce qu'on a fait. Et ensuite, formuler la question philosophique. Donc moi, j'ai représenté le chiffre 1 parce que je suis une personne qui aime être seule, qui est solitaire. Et donc la question, peut-on être heureux quand on est seul? Ces 2 bras ouverts et qui symbolisent pour moi l'accueil. Et du coup, je suis arrivée à accueillir, à tout accepter. Donc je suis toujours en mouvement, puis j'adore aussi la danse. Donc c'est le mouvement aussi de la danse et puis de ma vie en général. Et je me suis posé la question, faut-il parfois se poser pour avancer? L'art est là pour illustrer la pensée, pour faire réfléchir à partir d'un support inducteur ou à partir d'une pratique artistique selon la méthode holistique. On va travailler sur la conceptualisation et l'argumentation. Là, je vous propose un autre petit exercice. Donc, ce qui est anormal, j'ai fait un arbre avec les feuilles en l'air, dans la terre. Et donc, l'argument, c'est que les racines des arbres ont besoin d'être dans la terre pour que l'arbre vive. Merci. Quelle est la question qui lie ces deux phases, hein, et qui a surgi à partir de cette expérience? Est-ce que la nature décide de ce qui est normal? Merci beaucoup Géraldine. Pour définir cette pensée créative, Lippmann parlait de pensée holistique. Pourquoi? Parce que la pensée créative n'est pas seulement la pensée qui permet d'apporter des idées nouvelles, des idées originales, mais aussi de faire un lien entre ces idées, de faire lien entre les parties et les tout. Donc les ateliers de ludosophie, qu'est-ce que c'est? C'est l'éducation populaire qui a été créée en 2016 à Montpellier avec l'ambition très ambitieuse et générale d'explorer les liens entre l'univers du jeu, donc Ludus, et ceux de la philosophie. Donc notre ambition, mais c'est vraiment de rester un peu dans une démarche expérimentale et d'aller explorer ces liens-là et comment en fait le jeu peut être un support pour le développement de ses compétences philosophiques. Que le jeu soit un support d'apprentissage de pratiques comme effectivement le fait de faire la différence entre un argument et une opinion, un exemple, de pouvoir formuler des exemples, de pouvoir formuler des contradictions, des capacités d'écoute, d'empathie, de comprendre le point de vue de l'autre, etc. On a créé des outils ludiques à dimension, dans lesquels on a introduit une dimension philosophique qui est une partie de notre activité, mais on s'appuie aussi beaucoup sur le détournement de jeux existants à des fins philosophiques. Donc là, j'ai par exemple le Dixit, avec donc des illustrations sur chaque carte qui sont très sujettes à interprétation parce que très lyriques dans le dessin, très belles, que les enfants aiment beaucoup généralement. Et donc, on peut le détourner soit sous forme de photolangage pour essayer de commencer à amener un questionnement, une thématique, et en même temps faire réfléchir les enfants à pourquoi sur telle carte, moi je vois ça, toi tu ne vois pas la même chose. On regarde la même chose, mais on l'interprète de façon différente. Et du coup, ça peut aussi amener des questionnements sur la communication, le point de vue, est-ce que le langage nous permet de bien communiquer, de transmettre des choses, etc. En tant à la fois qu'artiste et praticienne de la philosophie. Donc Philocène, c'était cette idée de créer un projet où la pratique de la philosophie sera associée aux arts vivants et les ateliers, les performances et puis le festival que je vais vous faire découvrir. Donc il est important dans ce projet de démocratiser la pratique de la philosophie en s'appuyant justement sur ce territoire du 14e, mais pas que. Donc on a des publics
comme je vous l'ai dit, enfants, adolescents, personnes en situation de handicap. Je continue bien sûr beaucoup de travailler avec des enfants sourds ou avec des troubles du langage. Donc ça, très vite, j'ai mis en place des ateliers philo dans une expression théâtrale, soit à partir des pensées des enfants, soit à partir des albums de jeunesse, effectivement, que j'adaptais, en théâtre de corps, d'expression gestuelle, avec des accessoires pour théâtraliser un petit peu, et puis apprendre aussi aux enfants un peu la scène, comment c'est de s'exprimer avec le corps. La philosophie, c'est aussi le corps, et c'est tout à fait intéressant de le voir dans les discussions qu'on a avec les enfants aussi, comment leur corps s'exprime pendant les discussions. Donc les ateliers philo sont dans une expression théâtrale, de philo-scène, mais aussi en art plastique, bien sûr, parce que j'adore travailler autour de ça. Et puis également, on va maintenant aussi travailler autour de la chanson. Et puis, on verra pour l'année prochaine, il y a d'autres projets. Et c'est comme ça qu'est né le journal, le Canard des enfants philosophes. Et en fait, les questions philo du Canard, c'est toujours des discussions dont les thématiques viennent des enfants. Donc l'idée, ça a aussi été de se dire, ok, on fait des ateliers philo, mais on associe ça à des ateliers graphiques pour donner en main aux enfants des outils pour concevoir la manière dont on offre un message. Et ce qu'on fait avec un journal et comment on peut interagir avec des gens qu'on ne connaît pas, puisque si nous on a la chance de pouvoir se rencontrer en visio ou ailleurs pour réfléchir, penser, se questionner, comment on peut donner envie à d'autres de le faire. Un temps de travail pour comprendre, pour que les enfants comprennent comment se fabrique l'image finale en risographie, où il faut penser son image à l'envers. Donc on va travailler avec une table lumineuse et penser son image à l'envers, c'est un petit peu aussi l'exercice de penser contre soi-même. C'est oser montrer et exposer sa pensée dans l'espace public et ensuite engager des discussions avec les visiteurs. Donc ça, c'est le résultat de la bande dessinée dans le journal. Donc il y avait 4 pages. Donc le texte est réadapté. Et ici, la BD est imprimée en beaucoup plus grand et affichée dans l'école pour que d'autres classes puissent en profiter. On fait aussi dans le journal, toujours, on a des portraits de philosophes qui sont des portraits géants. Et souvent, c'est parce qu'il y a une idée qui vient d'eux et qui est illustrable par ce philosophe. Et ensuite, ils doivent reproduire ce portrait en très grand avec une situation. Donc on doit aussi leur apprendre à dessiner de manière distanciée par rapport au dessin, donc ce qui n'est pas toujours facile pour nos enfants en Europe. Comment utiliser le canard? Le canard peut être utilisé avec les élèves, donc les enseignants le font puisque le canard existe à la fois en version papier mais aussi en version numérique, donc ça peut être des lectures partagées en classe. Donc il peut être utilisé en famille ou avec les copains. Alors, soit par la lecture des textes, des discussions philo en elles-mêmes, mais des illustrations, des jeux, des coups de cœur, parce que les enfants font des coups de cœur pour conseiller des livres qu'ils ont aimés ou des films, etc. Et puis, sur le site internet, on essaye d'expliquer comment se déroulent les ateliers philographiques pour que les structures les mettent en place eux-mêmes. Parce que vous n'êtes pas un peu subversif en voulant mettre de la philo partout? Bah oui, tout à fait, et je l'assume. À mon avis,